Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureux d'être ici parmi vous, quand bien même je n'ai pas le mérite des orateurs qui m'ont précédé, et vous aurez, j'espère, la gentillesse de me pardonner si je lis mon texte, n'étant ni un entrepreneur, ni un chercheur, ni un professionnel, ni un aventurier des fintech. Car ma seule vertu, celle qui me conduit ce soir ici, devant vous, sur cette scène, c'est d'avoir vécu une amitié. Une amitié qui aura duré moins de 10 années, mais des années qui furent intenses, avec une personnalité hors du commun. Alors il y a une question que l'on me pose très souvent, surtout quand je suis invité comme ce soir à parler en public. Cette question, c'est à peu près toujours la même. On me demande, avez-vous vraiment connu Vera Kamienka? Le plus souvent, à vous je peux vous le dire, je cabotine un peu, je tergiverse, je laisse planer un doute. Mais ce soir, je veux vous répondre sans détour. Oui, j'ai eu cette chance inestimable de rencontrer Vera Kamienka quelques mois avant qu'elle ne formule son idée mère. Je l'ai connue durant tout le temps où elle s'est battue, avec une fougue et une opiniâtreté que je n'avais jamais vues si puissantes qu'en ces années de lutte. Je l'ai connue jusqu'à ce que les premiers succès l'emmènent tout autour du monde. Et je l'ai côtoyée jusqu'à la fin, jusqu'à l'époque de sa disparition, quelque part dans le Nouveau-Mexique. Une disparition qui demeure d'ailleurs inexpliquée et que je ne m'explique pas. On ne présente plus Vera Kamienka. Son esprit fort, puissant, aussi curieux qu'irrésolu. Quand on pense que l'évocation de son nom fait encore frémir les grandes fortunes de ce monde, alors comment s'en étonner? Disons-le franchement, les banques, les milliardaires ont beaucoup perdu avant qu'ils ne comprennent précisément ce qu'elle avait créé et avant qu'ils ne s'adaptent. Vera avait la réputation d'être têtue, cela je peux le confirmer. Elle était têtue, comme le sont les gens habités par l'impératif et l'urgence d'une recherche. Elle disait qu'elle n'avait rien inventé, qu'elle était une découvreuse, pas une créatrice. Au sujet de sa découverte, je voudrais préciser tout de suite que Vera n'aimait pas l'expression qui s'est finalement imposée et que nous utilisons tous, celle de monnaie à somme positive, ou plus couramment encore de monnaie positive, de monnaie vertueuse. Vera usait du terme, sans doute plus hermétique, moins confortable, de monnaie discrète. Elle disait aussi souvent un peu, pour rire, la monnaie pixel. Je reviendrai sur les raisons de cette préférence, parce que loin d'être la coquetterie qu'on lui a parfois reprochée, la notion de monnaie discrète ou de monnaie pixel apporte un éclairage particulier sur ce que représente cet instrument inédit de valeur. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours d'économie, n'étant pas moi-même économiste, je vous apporterai simplement mon témoignage sur ce que j'ai vu et entendu, sur les doutes, sur les choix de Vera, alors qu'elle était encore au stade de l'intuition, de la conviction pure et des expérimentations laborieuses. Mais avant de vous livrer ce témoignage, j'aimerais que nous revenions ensemble un court moment sur le monde tel qu'il était avant que ne se diffuse la monnaie à somme positive. Ce monde, vous le connaissez, c'est celui de la première moitié du siècle. La déprise des 2 premières décennies où le XXe siècle tardait à disparaître, les années 2020 où la ressource universelle d'existence, la rue, est apparue au stade expérimental et s'est généralisée dans de nombreux pays. Puis les années 30, la fameuse décennie du grand reflux, cette vague de désemploi qui a conduit le salariat à devenir minoritaire, à ne représenter qu'un quart, puis un cinquième de la population active, nouvelle décennie de tensions, de violences, parfois de désespérance. Et pourtant, les années 30, c'est aussi l'époque où Dastan Ackerland fonde Coev, le futur hit mondial de la coévaluation horizontale. Je voudrais vous demander un instant, un petit travail d'imagination. Essayez d'entrevoir la difficulté que l'on rencontrait auparavant pour évaluer les risques et les avantages d'une coopération, y compris dans l'activité la plus simple, celle d'un financement collaboratif. Imaginez un financement participatif, collaboratif, contributif, sans système global de co-évaluation, sans COEV. Aujourd'hui, il suffit de consulter le COEV personnel d'un porteur de projet, le COEV d'une équipe, le COEV d'une activité, d'une musique, ou même celui d'un mot nouveau. Et l'on a immédiatement une cotation sociale, précise, évolutive, de ce à quoi on s'intéresse, de celle ou de celui avec qui on désire s'associer. Pour donner sa confiance, donc son argent, son temps, son attention, son énergie, COEV, c'est un peu le rêve. Pensez à quel point les gens devaient tâtonner dans les années 10, même les années 20, lorsqu'ils voulaient se lancer dans une forme ou une autre de collaboration. Et voilà pourquoi à l'époque, tout passait par les liens de proximité. Le premier cercle, celui des proches, des amis, des relations par qui débutait toute campagne de récolte de fonds, représentait une sorte de prototype de la co-évaluation, un proto-COEV. C'était certes très rudimentaire, mais on faisait comme ça. De toute façon, il n'avait rien d'autre à l'époque.
Ainsi, à la fin des années 30, pour le meilleur et pour le pire, Dastan Akerlan lance les premières versions de Coev et rien dans le monde n'a plus été pareil. Depuis lors, n'importe quoi, n'importe qui est coté, coévalué en permanence par tout le monde. Vous vous souvenez sûrement de la pub, le quasi-montra. Co-évaluer, c'est co-évoluer. Coev, the social trust, la confidence sociale, comme on dit au Québec ou en Afrique francophone. Si j'insiste sur l'émergence de Coev, c'est qu'elle a eu une influence considérable sur le cheminement mental qui conduira des années plus tard Vera Kamienka à repenser la physique de la monnaie. Alors le moment est venu d'évoquer une petite anecdote, celle de ma première rencontre avec Vera. C'était au mois d'octobre 42. Je n'ai jamais vérifié sur nos chronos, mais je suis à peu près sûr que c'était en octobre. À l'époque, je vivais dans des communs de l'Est parisien et j'étais complètement féru, voire un peu fêlé d'anthropologie. J'y passais des journées entières. Je tressais des boucles de mes découvertes sur différents réseaux et Vera m'avait capté, sans doute parce qu'elle s'intéressait aux origines de la coopération humaine. Nous avons passé la soirée à boire, à grignoter, à échanger des boucles courtes. Nous discutions l'hypothèse selon laquelle la plus grande invention d'Homo sapiens, celle qui lui a donné un avantage évolutif sur les autres hominidés, n'est pas le langage, puisque les animaux, les plantes ont leur langage. Non, c'est la fiction, l'invention de la fiction. Et en partageant ces fictions, Homo sapiens est parvenu à coopérer à une échelle toujours plus grande jusqu'à atteindre au XXIe siècle l'échelle de la planète entière via les réseaux et les chaînes, ce qu'on appelait autrefois les chaînes de blocs. À mesure que l'alcool nous faisait nous croire inventifs et intelligents, des phrases fusaient du style « les êtres coopérants partagent la même fiction »,« les êtres humains se fictionnent leur coopération »,« les fictions et les humains se frictionnent leurs actions », enfin, etc., etc. Je vous fais grâce de nos égarements, mais nous, ça nous plaisait beaucoup. Et tout à coup, voilà que Vera me fixe avec des yeux accusateurs. Elle me fait remarquer que depuis plus de 30 ans, les mécanismes de coopération financière n'avaient cessé de croître, et que durant tout ce temps, la monnaie était restée la même. « Tu vois le problème ?» me dit Vera. Ah, sincèrement, non. Tout ce que je voyais à ce moment-là, c'était ses yeux. Je tombais lentement sous le charme de leur dureté curieuse. Aussi, elle dut planter le clou dans mon crâne, pas aussi chauve qu'aujourd'hui. Le problème, dit Vera, c'est que la monnaie est la fiction universelle des échanges. Ça marche, et pourtant, elle n'est pas faite pour ça. Elle est toujours un matériau qui se divise, comme le sel, le blé, les blocs de thé qui étaient ses premiers avatars. Elle se divise comme une chose matérielle, comme des parts de pizza, alors que c'est une fiction, une histoire. Elle n'existe même pas vraiment. C'est une forme de savoir, donc elle ne devrait pas se diviser. Et un jour, elle ne le fera plus. Je dois l'avouer, sur le coup, je n'avais pas compris grand-chose à son discours. Il m'a fallu des mois, des années pour saisir. Je vais tenter de vous le dire avec mes propres mots. Je crois que Vera s'inspirait du principe de Pseudo-Platov relatif à l'économie de la connaissance. Ce qui s'échange matériellement, les objets, l'or, les pizzas se divisent. Si je partage une pizza, il y en a moins pour moi. Ce qui s'échange mentalement, les savoirs, les connaissances se multiplient. Si je partage une histoire, il n'y en a pas moins pour moi. C'est même tout le contraire. Mais la monnaie est exactement entre les deux, à la croisée des chemins, à la croisée des deux mondes. Elle est à la fois matérielle, immatérielle, chose et fiction. Elle devrait donc pouvoir aussi bien se diviser, ce qu'elle fait tout le temps, que se multiplier. Et Vera avait parfaitement raison. La monnaie était tout à fait capable de croître. Elle le faisait déjà de diverses manières. Prenez les intérêts liés à un prêt. Dans un prêt, il y a bien accroissement monétaire. Un accroissement systémique, puisque le débiteur doit trouver plus d'argent qu'il n'en a reçu à l'origine. Simplement, cette multiplication de la monnaie ne profite pas aux deux parties. Elle va entièrement au prêteur. Vera résumait ainsi les choses. Le vieux système du prêt prouvait que la monnaie pouvait se multiplier, simplement étant fondée sur une relation, une construction de confiance à sens unique, la multiplication suivait invariablement le même chemin. Elle était également à sens unique. La valeur créée ne profitait qu'au prêteur, le plus souvent une banque. Intrinsèquement, la monnaie de cette époque n'était pas adaptée à des systèmes de coopération horizontale. Pour Vera Kamienka, cette monnaie-là devenait pathologiquement anachronique, alors que se développait partout l'horizontalité des activités, des prises de décision, de position, tout ce qu'on a appelé le co-développement de la seconde renaissance. Ça restait une monnaie de banquier. Il fallait inventer autre chose. Et c'est ce que fit Vera. J'ai vraiment tenté de vous épargner les aspects les plus techniques de son invention, mais je crois qu'il faut passer par là. Laissez-moi donc faire un bref rappel de ce qu'est la monnaie à somme positive. Avant, avec la monnaie classique, si vous receviez une somme pour un projet, peu importe qu'elle provienne d'une personne ou de 100. Une personne, c'était aussi bien.
Et à l'inverse, pour un financeur, pour un capital restocker, il n'y avait pas d'avantage à ce que le projet soit porté par des enchaînements et des rebonds de collaboration. Et même au contraire, ce que cherchait un petit groupe de financeurs, c'était le manager pertinent, la personne ressource responsable devant eux de la bonne suite de leur investissement. En clair, la monnaie classique favorisait plutôt un petit nombre d'intermédiaires de confiance plutôt qu'un croisement-mouvement de coopération coévaluée. La monnaie à somme positive a un fonctionnement différent. Il est orienté. Sa particularité, c'est qu'elle prend de la valeur proportionnellement au nombre de coopérations qu'elle fait naître. Et inversement, elle perd de la valeur si les coopérations sont peu nombreuses. Donc, si vous m'avez suivi, si 100 personnes investissent ensemble dans un projet en monnaie positive, le montant de leur investissement s'accroît immédiatement, du simple fait qu'ils sont 100 à partager le même investissement. Là où il y a 100 au départ, il y aura bientôt 102, 105, 110, etc. Si le projet financier engendre un grand nombre de coopérations et si le maillage des activités est dense, là encore, le capital en monnaie positive augmente de valeur. A l'inverse, prenons le cas d'un petit nombre d'investisseurs qui financent une grosse usine robotisée faisant travailler une poignée de sous-traitants. Vous avez là tous les ingrédients pour qu'une somme en monnaie positive se déprécie. Là où il y avait 100 au départ, il ne restera bientôt que 98, 95, 90 et ainsi de suite. Vous avez compris pourquoi la monnaie classique reste en usage dans les investissements à très haute intensité capitalistique, alors que la monnaie à somme positive a conquis toute la planète du cofinancement. Mais comment ça marche ce machin-là? Je vais aller vite. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le goût marqué de Vera pour le terme monnaie discrète? En réalité, Vera s'est inspirée de la physique quantique. Elle comparait la monnaie classique à un système d'énergie thermodynamique. Dans cette vision, la monnaie est une suite continue, faite de chiffres. Elle peut être mesurée, calculée. Et comme l'énergie, elle se conserve en changeant de forme, qu'il s'agisse de lingots, d'une écriture sur un livre de compte, de dollars ou de yuan. Elle était le parfait référent de valeur, mais elle n'avait pas la qualité intrinsèque de la monnaie positive. Elle ne pouvait pas être cotée, appréciée, évaluée en fonction de ce qu'elle finançait. C'était l'argent sans odeur. Vera voulait absolument trouver une forme élémentaire, une quantité discrète de monnaie, un quanta de monnaie, de tout petits morceaux de valeur, indivisibles. Pour le dire autrement, elle voulait pixeliser l'argent. Elle a donc fait de ces suites continues de chiffres, de pixels, de valeur, avec des quantas de monnaie, des pixels de monnaie. Il devenait possible de suivre leurs combinaisons, leurs associations. Car le but ultime de Vera Kamienka, c'était de prendre les algorithmes d'évaluation sociale en vigueur pour les individus et de les utiliser pour la monnaie. Vera voulait rendre la monnaie qualifiable et évaluable, et pour cela, il fallait faire de la monnaie un individu, quelque chose qui ne se divise pas. Quand une invention est évolutionnaire, c'est qu'un univers technique et qu'un univers d'échange sont parvenus ensemble à un nouveau point d'équilibre. C'est exactement ce qui s'est passé pour la monnaie à somme positive, la monnaie pixel. Tout était là, tous les ingrédients. Il n'y avait plus qu'à trouver la bonne recette pour qu'ils se mélangent. Jugez plutôt. Intensification des coopérations financières avec les succès du crowdfunding dès les années 10. Horizontalité des chaînes de confiance avec des blockchains dans les années 20, dont leur développement a été exponentiel. La coévaluation globale qui a donné Coev en 2036 évidemment, avec cette technologie des cotations croisées directement issues des réseaux sociaux et de leurs algorithmes de suivi et d'évaluation des données personnelles. Il ne manquait qu'une chose pour que l'on passe à un nouveau point d'équilibre, que Vera Kamienka invente une nouvelle forme de monnaie. Une monnaie qui favorise et qui auto-valorise les coopérations humaines. Il fallait que naisse la monnaie pixel. Alors en épilogue, ce texte que je viens de vous lire est celui d'une conférence qui s'est tenue ou qui se tiendra, selon le temps où l'on se place, le 4 novembre 2057 à Marseille. Les nombreuses références historiques étaient familières pour l'auditoire qui a écouté cette conférence ce jour-là, en 2057. J'ai pleinement conscience qu'il n'en est pas de même ce soir. J'espère, cependant, qu'il ne vous aura pas trop ennuyé, peut-être même inspiré. Vera Kamienka devrait avoir 16 ans aujourd'hui. Et qui sait s'il n'est pas dans cette salle. Quant à savoir comment je me suis procuré le texte d'une conférence datant de l'année 2057, c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter. Je peux seulement vous dire qu'être un écrivain de science-fiction offre parfois des dispositions particulières au paradoxe temporel. Et je vous remercie pour votre attention.